J'espère que vous m'entendez bien. On va peut-être laisser une petite minute à 2 minutes et commencer la présentation à 32, histoire que tout le monde soit là. Mais comme vous le voyez, aujourd'hui, le but, c'est d'aborder le thème France 2030, qui a été mis en place en 2021 et voir un peu les tenants et les aboutissants qui se cachent derrière. Euh, c'est un webinaire qui est fait en partenariat avec les capitales French Tech et PSA Innovation. Et vu que j'ai le temps, je le dis aussi, on aura la rediffusion qui sera disponible sur le site EPSA. Je pense cet après-midi ou au plus tard demain. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller retourner voir la rediff. Voilà, ça fait une petite minute, donc je pense qu'on va commencer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du plan France 2030, mais c'est quelque chose qui a été lancé en 2021. C'est un plan de 54 milliards d'euros qui est réparti 20 millions sur le PIA, c'est plan d'investissement d'avenir, qui est géré au niveau national, mais également au niveau régional. On rentrera un peu plus dans les détails plus tard. Et le plan France 2030, où on a 4 opérateurs. On aura le détail à la fin de la presse, qui représente les 34 milliards restants. À date, on a 35 milliards d'euros qui ont été engagés. Alors, il faut faire une distinction entre le montant du financement qui a été engagé, soit 70% de l'enveloppe auprès des 5000 projets, et quel est le montant du cash réel qui a été déployé, qui est aujourd'hui au total de un petit peu moins de 10 milliards. Et comment ça s'explique? Sur les logiques d'appel à projet sous le plan de régime France 2030, on va avoir si je donne un exemple, sur un appel à projet où on présente des dépenses prévisionnelles à hauteur de 3 millions, le financeur intervient généralement à hauteur de 45-50% et donc finance 1,5 million en différentes phases. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas sur les 35 milliards engagés, on n'a que 10 milliards qui ont été perçus par les sociétés, parce qu'il y a des étapes clés donc, qui vont de 2 à 3 ans pour délivrer les différentes tranches du financement. Sur ce dispositif, on a 10 objectifs. Alors, je les passe rapidement, mais il faut garder en tête que c'est un dispositif France 2030 qui a été créé notamment pour la souveraineté française, industrialiser le territoire. Sur les 10 objectifs, le premier, c'est faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille. Le deuxième, c'est devenir leader de l'hydrogène vert. Le troisième, ça va être décarboner l'industrie. Le quatrième, c'est produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides. On y arrive quand même assez rapidement. Le cinquième, c'est produire les premiers avions bas carbone. Donc, je sais qu'il y a des projets d'ailleurs qu'on a accompagnés qui sont en cours sur ces logiques-là. Le sixième, ça va être investir dans une alimentation saine, durable et traçable. On connaît aujourd'hui l'importation que ça représente et donc c'est comment on arrive à reproduire localement. Le septième, c'est produire 20 biomédicaments, notamment contre le cancer. Le huitième, c'est placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs. Et donc sur ça, il y a d'ailleurs une poche, alors je fais un petit pas de côté, mais une poche côté BPI sur la partie industrie culturelle et créative qui a été ouverte pour financer ces projets. Le neuvième, c'est prendre part à la nouvelle aventure spatiale, et donc on essaye d'être leader, notamment aux côtés des US sur le domaine spatial. Et enfin, c'est sur tout ce qui va être la blue economy, et notamment les champs de fonds marins. Donc voilà, l'ambition, c'est vraiment de transformer des secteurs clés pour faire en sorte que la France soit un leader au niveau mondial sur certains domaines d'activité, notamment l'automobile, l'aéro, tout ce qui est autour de l'espace. Donc le but de ce plan, c'est de soutenir financièrement certaines entreprises pour qu'elles deviennent des leaders de demain au marché européen / international. Sur les 3 thématiques
elles sont évoquées juste ici. On va avoir mieux produire avec une enveloppe à 22 milliards à peu près. Donc là, on est dans cette logique qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle de comment on arrive à réindustrialiser le territoire français sur tout type de vertical, que ce soit sur du textile, sur de l'automobile, sur de la production de vélos. Ce matin, j'ai échangé avec une boîte qui a pour objectif de réindustrialiser sa production de vélos en France, qui aujourd'hui est fait en Chine. Mieux vivre sur une enveloppe de 11 milliards. Et enfin, la dernière partie, c'est mieux comprendre le monde. Et donc, notamment la partie ICC qui peut entrer dans cette partie-là. Sur les 10 grands objectifs, on va avoir 6 leviers transversaux. Le but de ces leviers, c'est de pouvoir placer des appels à projets, parce que sous le plan de régime France 2030, on a souvent des appels à projets qui se créent et qui sont ouverts par les opérateurs, et en l'occurrence le ministère. On va avoir ce que j'évoquais tout à l'heure, la Blue Economy sur l'investissement dans les champs marins, à hauteur de 350 millions d'euros. La partie sécuriser l'accès aux matières premières, notamment sur des secteurs clés, ce qui rejoint le point sur l'accès aux composants stratégiques, électronique, robotique et machines intelligentes. Bon, on le voit bien aujourd'hui, on sait que tout est produit en Asie, et donc c'est comment on arrive, nous, en France, à réintégrer ça dans nos démarches. La partie talent et notamment formation. Donc, c'est comment on arrive à garder nos talents en France et surtout à faire monter les gens en compétences. C'est 2,8 milliards. Maîtrise des technologies numériques souveraines et sûres. On a 2 sujets actuels, notamment l'intelligence artificielle avec Mistral, qui fait partie des belles boîtes françaises sur les logiques d'IA et donc de numérique. Donc, c'est un vrai sujet sur comment on arrive à garder la main sur les technologies qu'on développe et comment on peut aider les entreprises françaises à créer des technologies numériques sur le territoire. Enfin, la partie l'émergence et surtout l'industrialisation, on y revient, mais le but est vraiment de réindustrialiser le territoire. D'ailleurs, on le voit avec 4,3 milliards de financement alloués à cette verticale. Et ça me permet de faire le pont aussi sur ces logiques d'industrialisation. Côté région, on a pas mal de financements sur le financement notamment des CAPEX pour tout ce qui va être machines, lignes de production. Donc, on cherche et l'État pousse pour qu'on recrée des usines, des lignes de prod. Et donc, il y a pas mal de dispositifs à aller regarder. Et enfin, s'appuyer sur l'excellence de nos écosystèmes, notamment l'enseignement supérieur, tout ce qui va être recherche et innovation. Donc, ça, c'est notamment sur les biomédicaments, où il y a aussi un gros budget qui est mis sur France 2030. Sur les différentes thématiques, je vous invite à regarder, vous pouvez taper appel à projet France 2030 sur Internet, Google par exemple, ça marche très bien, et vous avez le site de l'État qui référence tous les appels à projets. Il ne faut pas hésiter à regarder, il y a moyen de filtrer par thématique pour savoir est-ce qu'on rentre dans les cases ou pas, et surtout creuser le cahier des charges. C'est vraiment ce qui va nous permettre de s'assurer qu'on rentre bien dans le scope de l'appel à projet. C'est des démarches qui sont souvent longues sur un appel à projet, entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on peut avoir un financement. Il faut compter une petite année. Donc, il faut être sûr de mettre de l'énergie quand on est bien éligible, et n'hésitez pas à demander à remonter pour échanger avec les porteurs de l'appel à projet qui vous donneront les conseils et les tips pour rentrer dans les bonnes cases. Sur cette partie-là, c'est voir aujourd'hui comment c'est réparti en termes de projets qui ont été financés. Donc, on en a beaucoup en Île-de-France, pas mal aussi côté Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine. Ça commence, Occitanie aussi. Ils ont ouvert récemment en Nouvelle-Aquitaine ce qu'ils appellent le plan d'investissement d'avenir, avec un dispositif de 500 000 euros. Avec 2 tiers de subvention, entre 2 tiers et 50% de subvention, ça dépend des régions. Pourquoi je mentionne la Nouvelle-Aquitaine? Parce que c'est la dernière région qui vient d'ouvrir ce dispositif, qui est sous le plan de régime France 2030, qui peut être intéressant pour tous les projets d'innovation.
Donc là, on est moins sur un spectre industriel, mais surtout sur un spectre d'innovation. Mais donc, ça peut valoir le coup de vous rapprocher de votre chargé d'affaires BPI. Généralement, c'est une co-instruction entre le chargé d'affaires BPI et une personne de la région pour être sûr que vous rentrez dans les cases et que vous ayez bien la capacité à aller sur ce type d'appel à projet. Sur les différents opérateurs, on va voir la BPI, qui opère quand même pas mal de dispositifs. On va être surtout sur des logiques de financement de l'innovation côté BPI, avec la partie PME qui est très bien accompagnée par la BPI. Ils essayent de le faire aussi sur la partie ETI, avec des logiques industrielles. Et donc, sur les appels à projets, il faut souvent regarder s'il y a noté l'opérateur, savoir si c'est la BPI. L'avantage, si c'est la BPI, c'est que vous avez quand même plus de facilité à remonter sur le chargé d'affaires qui porte l'appel à projet en interne, parce qu'avec votre chargé d'affaires côté BPI, il est facile d'avoir le contact. Le but, c'est aussi, côté BPI, d'accompagner sur de l'innovation de rupture. Donc, que cela mène à une vraie IP et, pour l'entreprise et donc, in fine, pour la France, que ce soit sur la création de nouveaux produits ou de nouvelles usines qui sont les seules dans le monde à créer, par exemple, des moules industriels. Donc, ça, c'est très bien soutenu. Ensuite, on va avoir l'ANR. Là, on est plus sur une logique de boîte deep tech de recherche, avec notamment l'ESR, qui est l'enseignement supérieur de la recherche, qui peut être opérateur de certains appels à projets. Transparence, c'est plus rare, mais on les voit quand même de temps en temps sur des logiques vraiment recherche avancée, où ils peuvent intervenir avec des logiques de consortium, avec des laboratoires, des CHU. Souvent, c'est des dispositifs qui sont gérés par l'ANR. L'ADEME, qui adresse aussi et qui est opérateur sur le sujet, à savoir, et ça me permet de faire le lien aussi avec ce qui est attendu sur les différents plans France 2030, on s'intéresse aussi à l'impact environnemental, sociétal des projets. Et c'est quelque chose qui est énormément regardé et qu'il faut mettre en avant pour avoir des chances de succès. Sur la partie ADEME, ils ont une enveloppe qui a été confiée en 2022 de 9 milliards d'euros. Qui va être déployée sur 5 ans, sur 8 thématiques. On a la partie décarbonation de l'industrie qui représente 5,3 milliards, tout ce qui est hydrogène qu'on évoquait au début, 500 millions, l'économie circulaire, 500 millions également, les produits biosourcés et carburants, 450 millions, et enfin, ville durable, 320 millions, décarbonation des mobiliers, 540, énergie renouvelable, 1 milliard. Il y a un vrai sujet sur les énergies renouvelables où le budget peut être amené à évoluer dans les années à venir. Et donc on fait une veille et on essaie d'avoir les informations pour savoir ce qui se passe. Et enfin, on a la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Ça, c'est souvent des projets de démonstrateurs en région qui sont financés. Ce qu'il faut garder en tête sur les différents opérateurs, c'est que chaque opérateur va avoir des attentes qui sont différentes. Et donc, c'est bien de se renseigner pour savoir où mettre l'accent en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Côté BPI ou côté région, on va avoir cette logique de créer de l'emploi et de l'économie sur le territoire. Donc, le but est bien de le mettre en avant et de montrer que notre projet a vocation à créer de l'économie du territoire. Côté ADEME, c'est quel est l'impact environnemental que va générer notre projet, que ce soit en termes de décarbonation, économie de CO2. Enfin, comment s'orienter? Parce que vous le verrez si vous regardez sur la partie, sur le site, que ce soit d'ailleurs BPI France, mais de l'État, on a vraiment tous les appels à projets, il y en a énormément. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce petit schéma qui essaye de faciliter un peu les dispositifs à les solliciter. Mais on va avoir sur la vocation innovation, sur les projets de moins 1 million d'euros, on va avoir tout ce qui est France 2030 régionalisé, le PIA que j'évoquais, à hauteur de 500 000 euros, ou du BPI, on dit classique, où donc là, on peut aller sur, alors, soit sur des dispositifs de dette auprès de la BPI,
Soit, si on a le caractère deep tech, c'est des mix entre de la subvention et de la dette. Et enfin, on va avoir potentiellement le concours type iLab qui peut être adressé aussi pour les structures. Deep tech sur l'iLab, c'est un concours qui s'active pour les entreprises qui ont moins de 2 ans et moins de 3 ans si on a obtenu la BFTE. Sur les projets entre 1 et 5 millions, on va avoir la partie iNov, qui est un peu le grand frère de l'iLab. C'est des projets capés à 5 millions de dépenses, qui est intéressant avec un gros montant en subvention. Et les AAP thématiques. Sur les AAP thématiques, ce que j'évoquais, c'est qu'il y a tout un panel d'AAP. Il faut bien regarder en fonction de notre thématique qu'est-ce qu'on adresse et quel est le projet qu'on pourrait adresser sur cette logique d'AAP. Sur la partie plutôt industrielle / pré-industrielle, on va avoir 2 sujets. Est-ce que le projet est monté en consortium ou pas? Si oui et que le budget est inférieur à 4 millions d'euros, on peut aller sur l'IDEMO régionalisé. Donc, c'est un dispositif qui est instruit au niveau régional. Si le projet est supérieur à 4 millions d'euros, là, on passe sur un IDEMO directement au niveau national. À savoir, sur les parties consortium, on peut aussi regarder ce qui est mentionné juste au-dessus, les appels à projets thématiques, parce qu'on peut avoir de temps en temps des appels à projets sur la partie industrielle qui nous permettent d'aller chercher des dispositifs intéressants. Enfin, sur la partie monopartenaire, pour les projets en dessous de 4 millions, on a l'INNOV qui est évoqué et qui s'inscrit aussi bien dans un rôle d'innovation que dans un rôle industriel. Alors, industriel, il faut quand même le relier, il faut qu'il y ait une branche innovante sur l'activité qui est adressée, le produit ou la ligne de production qui est mise en place. Et sur les projets au-dessus de 4 millions, on a toujours l'IDEMO et on a un autre dispositif qui n'est pas mentionné ici, qui peut s'appeler le PNI, c'est Prêt Nouvelle Industrie, où là, c'est vraiment sur la création d'une usine et on peut financer jusqu'à 10 millions forme de subvention. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un projet industriel de regarder aussi ce dispositif. Le conseil que je peux vous donner aussi pour adresser ces différents appels à projets, c'est de vous référer alors soit des experts comme nous, EPSA, soit directement auprès de vos interlocuteurs que vous pouvez avoir et qui vous accompagnent sur vos financements, que ce soit votre chargé d'affaires BPI, votre interlocuteur côté région, pour essayer de creuser, d'avoir les infos. C'est bien de se lancer dans les appels à projets en ayant un peu les clés qui sont attendues par les financeurs. Je peux vous donner un exemple concret qu'on a eu récemment, c'est un cahier des charges qui était présenté où on attendait un TRL 4 pour le lancement de l'appel à projet. Et in fine, en creusant et en échangeant avec le chargé d'affaires qui portait cet appel à projet, on était plus sur un TRL 1 ou 2. Donc le fait d'avoir échangé avec cette personne nous a donné des clés pour présenter la roadmap qui était souhaitée par les porteurs du projet. Et donc, c'est toujours en voie, on n'a pas encore eu de succès, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie, parce que c'est des timings qui sont... je pense que j'ai fait un gros tour et assez express, mais c'est aussi le but de ces webinaires, de vous donner un max d'infos en un minimum de temps. On va passer à la phase de questions-réponses. Au moins, ça nous donne 10 petites minutes. N'hésitez pas. Alors, j'ai les questions dans le chat. Je vais devoir enlever le partage d'écran parce que sinon, je ne vois pas les questions. Mais donc, j'enlève le partage d'écran et j'essaie de répondre à vos questions sur les 10 minutes qui nous restent. Mais c'est parfait, je vois qu'on n'a pas de questions. J'espère que c'est clair pour vous. J'en profite alors pour vous montrer je vais partager mon écran pour vous remontrer le site que j'évoquais pour voir les appels à projets. Oui, qui est juste ici. Donc c'est InfoGouv. Et donc ici, vous avez tous les appels à candidature. En fonction des thématiques, vous pouvez cibler la thématique que vous adressez. Et en fonction, vous avez les différents appels à projets. Donc sur les différentes phases. Il faut regarder souvent les dates de clôture et les dates de relève. Ici, on va mettre sur métaux critiques.
Donc, vous avez ici les dates, les projets attendus, les différents critères de sélection et surtout les dépôts des candidatures. Donc, faut pas rater. On est sur une logique de concours. On n'est pas sur du dépôt en flux tendu. Donc, il y a vraiment une deadline pour déposer le dossier. Et ce que je vous conseille de faire, c'est regarder vraiment le cahier des charges qui est assez détaillé où on peut se rendre compte de qu'est-ce qui est attendu. Une fois qu'on a les attentes du financeur, on peut driver le discours qu'on prévoit de présenter. Et c'est à ce moment-là où ça vaut le coup de prendre contact avec le chargé d'affaires qui porte l'appel à projet pour savoir est-ce qu'on rentre dans le scope ou pas de l'appel à projet. Et si c'est le cas, comment au mieux défendre le projet pour avoir des chances de succès. Euh, C'est une bonne question sur les concours iLab, iNov en 2026. Côté iLab, pour le petit historique, normalement, l'ouverture était début février de tous les ans. En 2025, ça a été retardé. Donc, on était sur un dépôt en avril, fin avril. Sur l'iNov, normalement, c'est début novembre. Aujourd'hui, les cahiers des charges ne sont pas sortis, donc il n'y a aucune chance que ça soit début novembre. C'est en pourparlers. Les infos qu'on a, c'est que potentiellement, il y aurait une dernière vague d'A9 sur 2025 et 2026 et que potentiellement le dispositif serait amené à disparaître. Sur l'iLab, en toute transparence, on n'a pas encore les informations sur quel va être le sort du dispositif en 2026. Et beaucoup de choses vont être déterminées par la loi finance. J'aimerais bien être devin et avoir une boule de cristal pour être capable de définir côté non dilutif quel va être l'impact. Les premiers échos, ça serait surtout sur la partie fiscalité de l'innovation, notamment le statut GEI, qui pourrait être remis en question. Alors, pas dans son intégralité, pardon, mais le taux de dépenses éligibles au CIR passerait de 20 à 25% pour bénéficier du dispositif. Et donc sur les concours iNov, iLab, désolé, j'ai pas de réponse oui non. On est en cours de négociation. C'est un grand mot, mais on essaie d'avoir les infos. Si j'ai un projet non répondant à des critères, est-ce que la subvention porte sur le projet global ou sur le matériel? Projet pour la mobilité urbaine. Alors, sur les projets, il faut bien distinguer le projet global et l'activité de la structure. Et on peut aller solliciter un dispositif uniquement sur un des projets qu'on va avoir en interne. Je m'explique. Je produis des trottinettes électriques en France. Ma ligne de prod marche bien et je peux avoir un projet en interne d'aller produire des skateboards ou des vélos électriques avec de nouveaux matériaux et faut revoir toute la ligne de production. Et donc cette partie-là, on peut la financer sans financer la partie développement de trottinettes. Mais je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou même à me faire un message sur LinkedIn ou quoi que ce soit s'il y a des points que vous voulez approfondir. Euh, et, euh, et voilà. Je vous remercie d'avoir participé au webinaire. On est très content d'avoir organisé ça avec les capitales de la French Tech. Et n'hésitez pas à nous faire des feedbacks s'il y a des points à améliorer sur le format, les infos. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des questions qui soient posées en amont du webinaire, qu'on puisse y répondre à la fin sous un format de questions-réponses. Voilà. Preneur aussi d'avoir vos retours. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.